Et bonjour. Aujourd'hui, une uchronie, en somme, faire gagner les Patriotes du Bas-Canada en 1837 et, ce qui n'est pas la même chose, paver la voie à la création en Amérique du Nord d'une république libre de langue et de culture française. L'exercice peut paraître futile, il me semble néanmoins en partie crédible. D'abord parce qu'on est très bien informé sur les motivations des chefs patriotes. À propos de Papineau, par exemple, on a une abondante correspondance dans les années 1850-60 où il détaille dans le menu ce qu'il aurait fait avec un État libre du Bas-Canada. On peut aussi considérer qu'on évolue dans un contexte international relativement immuable. Je veux dire par là qu'advenant de victoire des Patriotes, cela n'aurait sans doute pas changé le cours de l'histoire mondiale, beaucoup s'en faut, à commencer par exemple par la guerre entre les États-Unis et le Mexique, en Europe la guerre de Crimée ou plus tard la guerre de sécession aux États-Unis. Disons enfin que le destin de l'Amérique du Nord n'était pas joué en 1837, c'est-à-dire que s'il est aujourd'hui une vue de l'esprit d'imaginer une reconfiguration complète des frontières entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, rien de tel en 1837 où les frontières sont encore très malléables. On n'a qu'à penser à l'enjeu de la rivière Columbia ou la frontière, bien sûr, entre le Mexique et les États-Unis, sans parler de l'Alaska ou de la frontière du Maine. Bref, il y a encore du jeu en Amérique du Nord afin qu'éventuellement un nouvel État puisse y apparaître. Disons aussi que l'exercice nous paraît utile, à tout le moins sur le plan pédagogique, ne serait-ce que pour envisager l'ampleur des défis qui seraient dressés devant les Patriotes. Il n'y aurait pas s'agi de remporter un ou deux Saint-Denis de plus ou remporter la bataille de Saint-Eustache pour que tout à coup l'armée britannique décide de remballer ses canons et de retourner outre-Atlantique. Le grand tort des Patriotes ne fut pas de perdre, mais de perdre si vite. Imaginons effectivement que si la rébellion, plutôt qu'être écrasée en quelques semaines, s'était prolongée et que le conflit avait pourri, il y a fort à parier que les États-Unis aient décidé de s'y impliquer, que la France n'aurait pas été indifférente, elle aurait regardé d'un œil très attentif la situation évoluer au Bas-Canada. L'Uchronie nous paraît utile, notamment parce qu'elle permet de mieux sonder les motivations profondes des individus. Ainsi, puisque la rébellion a été rapidement écrasée, on n'a pas pu voir des dissensions apparaître, des débats surgir au sein dans le camp patriote. Comme l'écrit l'historien Alan Greer, si la révolution n'avait pas été matée dès le début, ces différences auraient fort bien pu mener à de sérieux conflits parmi les patriotes. Avant de commencer, je dirais que si le scénario que je vous propose me semble crédible, nuancé, il est en revanche fort optimiste. Pas facile de faire gagner les Patriotes en 1837, encore moins facile de la mener à son aboutissement normal, c'est-à-dire la naissance d'une République française sur les bords du Saint-Laurent. Bon, à ceux et celles parmi vous qui ne sont pas familiers avec la rébellion patriote, je rappelle que son origine se trouve dans la Constitution de 1791, octroyée par la Grande-Bretagne, qui créait à ce moment-là un Bas-Canada, une colonie bien sûr, mais qui déjà prend les contours d'un État-nation à 90 francophone et qui allait en somme offrir aux élites francophones le rêve littéralement d'un État-nation français. La même constitution créait aussi des institutions parlementaires, une chambre d'assemblée élue au suffrage relativement large, mais en revanche qui était dépourvue de pouvoir, créant du fait même une quasi-démocratie en somme, où les nationalistes québécois allaient trouver un terrain afin de revendiquer davantage de droits. On va donc se retrouver en face d'un mouvement politique qui est à la fois nationaliste et démocratique et qui est à l'image, en somme, de ce qu'on retrouve à la même époque en Amérique latine, en Europe de l'Est, en 1830 et en 1848 en particulier. Donc, une lutte politique menée notamment par le Parti canadien, bientôt menée par un certain Louis-Joseph Papineau, qui mène des tambours battants une campagne parlementaire pour accroître le pouvoir des élus et l'autonomie de la colonie, qui va se heurter aux objections de la Grande-Bretagne, puis les moyens vont devenir de plus en plus radicaux, des pétitions, des assemblées publiques, bientôt des désordres sociaux et enfin le recours aux armes en novembre 1837. Si bien que l'image que l'histoire a retenue de ces événements-là, l'impression rétinienne, pourrais-je dire, est celle du rideau qui tombe sur la répression, sur des pendaisons, bref, sur un vaste gâchis qui allait mener le Québec à une grande détresse. Rappelons donc que ces rébellions-là, c'est pas moins de 220 morts sur les champs de bataille, autour de 1246 arrestations, des milliers d'exilés aux États-Unis notamment, mais 12 pendus, 5 villages rasés, mais aussi, bien sûr, une loi martiale, un parlement aboli, une constitution suspendue et, en 1840, l'union forcée du Québec avec l'Ontario afin de noyer l'élément francophone dans une mer anglophone. À plus long terme, l'échec des rébellions, c'est presque un siècle de déclassement social et économique pour les Canadiens français, prolétarisation au Québec,
ou pour des centaines de milliers d'entre eux, l'exode et l'assimilation aux États-Unis. Il faudra attendre le 20e siècle avant que le Canada français reprenne possession de sa vie nationale. Comme toute bonne uchronie, on a besoin de points de divergence, c'est-à-dire un point de divergence est un léger accroc à la réalité historique qui engage une réalité alternative, un tout nouveau scénario. Pour arriver à faire gagner les Patriotes, j'ai besoin de trois de ces points de divergence. Le premier se trouve tout bonnement le 24 novembre 1837, au moment où une estafette est envoyée de Montréal à destination de la vallée du Richelieu. Les mandats d'arrêt contre les chefs patriotes sont émis le 16 novembre, ce qui amène la fuite de la plupart d'entre eux, dont Louis-Joseph Papineau. Papineau quitte Montréal le 17 novembre à destination d'abord de Pointe-aux-Trembles, puis de Varennes où se tient une importante réunion où on décide de résister à la Grande-Bretagne. Papineau prend la route de l'Est, il séjourne à Saint-Denis où il passe la nuit du 22 au 23. Papineau se rend donc jusqu'à Saint-Hyacinthe où il va résider chez sa sœur jusqu'au début décembre alors qu'il prend finalement la route des États-Unis. Entre-temps, le général John Colborne ordonne à 2 corps d'armée de faire marche vers Saint-Charles, où on considère que la résistance patriote risque d'être mieux organisée. Il compte donc mettre en marche un mouvement en tenaille. Un corps d'armée sous les ordres du lieutenant-colonel Gore doit faire marche vers Sorel, puis de là remonter le Richelieu vers Saint-Charles. De même manière, il ordonne au lieutenant-colonel Wedgwood de faire, lui, marche vers Chambly, où il doit prendre en renfort un petit régiment d'artillerie et ensuite de faire marche vers le nord afin de prendre Saint-Charles par le sud. On le sait, Gore est finalement défait à Saint-Denis le 23 novembre et il doit retraiter. Les Patriotes sont victorieux. Dans les circonstances, une estafette est rapidement envoyée à Montréal afin d'en informer John Colborne. Colborne tergiverse, puis décide d'envoyer des ordres à Wedgwood afin qu'il stoppe sa marche vers Saint-Charles. Le mouvement tenaille est un échec et il lui ordonne de rentrer. Or, il apparaît que ce message ne se rendra jamais à destination. Il fut soit perdu, soit intercepté. Dans les circonstances, en l'absence d'ordre, Wedgwood va faire marche vers Saint-Charles et va emporter le camp au lors d'une charge de baïonnette. Les Britanniques peuvent rentrer alors triomphants à Montréal avec de nombreux prisonniers et préparer dès lors la campagne de Deux-Montagnes contre Saint-Eustache. Mais imaginons maintenant une réalité alternative. Imaginons en somme que tout bonnement, plutôt que d'être perdu, le message se soit bel et bien rendu à destination au cas de Saint-Hilaire et que Wedgwood ait été informé de l'intention de Colborne qu'il rentre immédiatement sur Montréal. Dans les circonstances, il n'y a pas de doute que Wedgwood aurait pris acte de cet ordre et aurait immédiatement obtempéré. Il aurait donc ordonné la retraite de ses troupes qui ne se seraient pas ensemble attaquées à Saint-Charles. Or, il y a un fait nouveau qu'il faut tenir en compte. C'est qu'en retraitant, Wedgwood aurait eu à faire face à un corps qui était encore bien organisé le 24 novembre, qui attendait dans la forêt de Saint-Mathias. Saint-Mathias est au nord de Chambly aujourd'hui. Édouard-Élisée Talentin-Mayotte était embusqué dans un endroit qu'on appelle Pointe-Olivier, avec pas moins de 500 hommes, selon Philto. Les hommes de Mayotte n'étaient pas intervenus dans la réalité parce qu'ils étaient embusqués en attendant une éventuelle victoire patriote à Saint-Charles, et ce qu'ils souhaitaient, en somme, c'est de s'attaquer à des troupes britanniques désormais en déroute. Comme Wedgwood l'a remporté à Saint-Charles, les troupes de Mayotte se sont finalement dispersées. Mais imaginons maintenant qu'un peu déboussolés, les troupes de Wedgwood finissent par retraiter sans avoir attaqué Saint-Charles, que les gens de Saint-Charles, plutôt que de rester planqués, se mettent à poursuivre les troupes de Wedgwood. On imagine très bien que les troupes de Mayotte auraient été gonflées à bloc et auraient accepté le combat contre Wedgwood. Cette bataille, menée en somme avec des moyens de guérilla, par du harcèlement, en coupant les ponts, en harcelant les troupes de nuit, aurait pu mener à une victoire de Saint-Mathias, c'est-à-dire à la dispersion des troupes de Wedgwood, faisant en sorte que c'est 2-0 par les Patriotes au lendemain du 25 novembre 1837. Une victoire à Saint-Denis et une nouvelle victoire à Saint-Mathias. Pour faire gagner les Patriotes en 1837, on a besoin d'un second point de divergence, cependant. Effectivement, dès le début de l'automne, Colborne avait ordonné à 2 corps d'armée, celui de Toronto, le 78e régiment, et celui de Fredericton, le 81e régiment, de faire immédiatement en marche vers le Bas-Canada afin d'épauler les troupes britanniques contre les Patriotes. Imaginons maintenant que ces troupes-là doivent entrer dans la vallée du Saint-Laurent dans un contexte différent. Depuis leur victoire à Saint-Denis et maintenant à Saint-Mathias, les Patriotes de la Rive-Sud sont soulevés. Sans doute, ceux de Terrebonne et de Saint-Eustache seraient déjà également soulevés pour encercler Montréal. Le 78e régiment de Toronto faisait alors marche vers le Bas-Canada et il devait emprunter une série de canaux menant à la vallée du Saint-Laurent.
Ah, il y a un point où les Patriotes auraient très bien pu les intercepter, à un goulot d'étranglement très précis qui s'appelle Coteau du Lac. Coteau du Lac est en 1837 un canal absolument essentiel, très étroit, il fait à peine 3 mètres de large, et les Patriotes auraient très bien pu y attendre les troupes britanniques. En outre, il y avait à Coteau du Lac un blockhouse qui n'était à garder que par 5 hommes, dont les Patriotes auraient pu s'emparer sans coup férir. Le blockhouse était bien construit, disposait de pièces d'artillerie et il aurait été largement suffisant pour complètement verrouiller l'accès à la vallée du Saint-Laurent. Dans les circonstances, le régiment venant de Toronto n'aurait jamais pu accéder à la vallée du Saint-Laurent et aurait été forcé de retraiter. Au même moment, les patriotes du Bas-Saint-Laurent auraient aussi été en mesure d'intercepter un régiment anglais. Le 81e régiment de Fredericton faisait alors marche vers la vallée du Saint-Laurent au terme d'une marche épuisante à travers les forêts du Nouveau-Brunswick et de la Madawaska. Il débouche dans la vallée du Saint-Laurent au début décembre 1837. Or, les Patriotes auraient aussi été en mesure de les intercepter à un endroit stratégique. En effet, au sud de Rivière-du-Loup se trouve un petit village de Notre-Dame-du-Portage, un des endroits les plus hasardeux, un portage bel et bien, entre la vallée de la Rivière-du-Loup et la vallée du Saint-Laurent, où il est particulièrement difficile de passer de l'artillerie. Bref, les Patriotes auraient pu s'y embusquer et complètement verrouiller l'accès à la vallée du Saint-Laurent, forçant les troupes de Fredericton à retraiter au Nouveau-Brunswick. Le troisième point de divergence dont on a absolument besoin pour faire triompher les Patriotes se trouve à 600 km de Montréal, dans la vallée de la Niagara. Le Haut-Canada connaît aussi une brève rébellion à l'automne de 1837. Le 4 décembre 1837, à Toronto, le maire de Toronto, d'ailleurs ironiquement, William Lyon Mackenzie, tente de s'emparer de sa propre ville. C'est la Montgomery Tavern Battle. Cette bataille se solde par l'échec des Patriotes, si bien que Mackenzie prend la résolution de retraiter vers les États-Unis. Il se réfugie alors, et c'est un excellent choix, dans une toute petite île en territoire canadien qui se trouve le long de la rivière du Niagara, qui s'appelle Navy Island. Durant plusieurs semaines, William Lyon Mackenzie y entretient un camp armé dans l'intention très claire de provoquer des incidents frontaliers entre les troupes britanniques du Canada et les États-Unis, amenant éventuellement l'entrée en guerre des États-Unis contre la Grande-Bretagne. Finalement, le camp de Navy Island va être évacué, amenant les États-Unis au tout début de l'année 1838 à déclarer officiellement leur neutralité et surtout exposant les citoyens américains à des sanctions s'ils décident de se mêler aux côtés des rebelles à la rébellion du Haut-Canada. Mais imaginons maintenant une réalité alternative, un point de divergence, que les accrochages entre les troupes britanniques et canadiennes le long de la rivière Niagara mènent bel et bien à une escalade qui mène non pas les Américains à une guerre déclarée contre la Grande-Bretagne, cela aurait été exagéré, mais certainement à retarder la déclaration de neutralité et que désormais les États-Unis voient d'un œil bienveillant que des citoyens américains, de leur propre chef, décident de se mêler aux troupes de William Lyon Mackenzie, permettant de poursuivre la résistance, d'installer à Navy Island un gouvernement provisoire, bref, de faire pourrir la situation en attendant un règlement sur le plan militaire. Au terme de ces 3 points de divergence, on se retrouve en somme en janvier 1838 dans un contexte historique absolument inédit. Montréal est corps et bien encerclé, assiégé par des patriotes soulevés de la rive sud et ceux de Terrebonne et de Saint-Eustache qui font sans doute marche déjà vers Montréal. Colborne est désormais assiégé dans le bastion de Québec où il ne guère que de 250 à 300 hommes afin de maintenir l'autorité britannique tant bien que mal sur la ville. De toute façon, une ville assiégée au Québec en plein hiver, ça ne dure pas longtemps, en particulier parce qu'on a besoin désespérément de bois de chauffage, si bien que sans doute au mois de mars ou d'avril, Montréal gèle littéralement, doit rendre les armes, Montréal serait décrété ville ouverte, les patriotes pourraient y entrer et installeraient sans doute un gouvernement provisoire. Entre-temps, les petites garnisons britanniques du Bas-Canada seraient tombées les unes après les autres. Elles ne sont tenues à cette époque guère que par une demi-douzaine d'hommes, de 6 à 15 environ, si bien que Fort Chambly, Fort Sainte-Thérèse, Fort Saint-Jean, Fort Ingalls ou même Fort de Trois-Rivières seraient tombés immédiatement. Dès l'hiver de 1838, dans de telles circonstances, les Britanniques ne tiendraient plus que Québec avec leur forteresse, la citadelle, puisque tout le reste du Bas-Canada serait virtuellement sous le contrôle des Patriotes.
Entre-temps, la nouvelle serait bien sûr parvenue en Grande-Bretagne, où on aurait évidemment convoqué un débat d'urgence à la Chambre des communes. Sans doute, les quelques ténors patriotes comme John Arthur Roebuck, Lord Brougham, auraient pris la parole pour dire au gouvernement britannique qu'il aurait beaucoup trop tardé avant de donner suite aux demandes patriotes, etc., etc. Des circonstances, la Grande-Bretagne aurait fait comme elle l'a fait dans la réalité, c'est-à-dire nommer une commission royale d'enquête. Il est même possible que ce soit Lord Durham qui ait été nommé à ce moment-là, mais à ce moment-là avec des consignes bien différentes. Dans de telles circonstances, le Parlement n'aurait pas été aboli, la Constitution n'aurait pas été suspendue, si bien que conformément à la loi, on aurait dû convoquer à Québec un nouveau Parlement, sans doute en octobre 1838, où Papineau, désormais maître du jeu, contrôlant toujours la majorité de la Chambre d'Assemblée, aurait mené un débat tambour battant pour que la Grande-Bretagne obtempère enfin aux demandes des Patriotes, sans quoi les Patriotes continuent à consolider leur position au Bas-Canada et n'entendent pas céder un pouce de terrain. Dans les circonstances, on imagine bien que la Grande-Bretagne, et à plus forte raison les Britanniques du Canada, n'auraient pas obtempéré aux demandes patriotes et auraient en somme accéléré la création de milices armées et mené des actions contre les avant-postes patriotes. De la même manière, les patriotes auraient continué à s'armer, à s'équiper, à s'organiser et tout cela aurait sans doute débouché très rapidement sur une sorte de guerre civile. Dans de telles circonstances, on imagine bien que les débats parlementaires à l'Assemblée législative tournent au cirque, que les affrontements sont de plus en plus ouverts, que Papineau s'impatiente et que les factions armées s'affrontent de plus en plus ouvertement. La situation semble dans l'impasse, sauf qu'il ne faut pas désormais oublier le rôle que les Américains peuvent jouer, puisque le gouvernement américain n'a entre-temps pas déclaré sa neutralité, qu'il voit désormais d'un œil bienveillant que des citoyens américains interviennent sur la question canadienne. On va voir entrer en scène des filibusters. Connaissez-vous le Texas? Si aujourd'hui il fait immédiatement penser au pétrole, aux armes à feu et à GR, le Texas est en fait une province mexicaine en 1835. Il présente beaucoup d'analogies avec le Bas-Canada. De fait, le Mexique avait peuplé le Texas surtout avec des colons anglophones d'origine américaine. Ces derniers se révoltent et créent en 1836 la République du Texas, une république indépendante au sud de l'Amérique du Nord. Dès lors, les filibusters vont entrer en scène et aider, soutenir les Texans dans leur lutte contre le Mexique. En 1846, tout naturellement, le Texas va demander son annexion aux États-Unis. Donc, on peut imaginer très très bien un scénario analogue au Bas-Canada. Donc, dans le scénario que je propose, en 1838-39, les filibusters rendent très nombreux au Bas-Canada. Ils mènent du pillage contre des propriétés britanniques, aident les patriotes à s'armer et mettent en place avec eux un gouvernement provisoire ami des États-Unis. Entre-temps, la situation a dégénéré à la Chambre d'Assemblée, les travaux sont suspendus. Papineau peut quand même convoquer un débat d'urgence où il peut demander, en somme, l'annexion aux États-Unis au terme de peut-être 4 ou 5 ans de guerre civile au Bas-Canada. Dans les circonstances, les États-Unis vont montrer une oreille bienveillante à cette demande, puisqu'à cette même époque, d'autres États font leur entrée dans l'Union, le Minnesota, le Missouri, le Kansas, notamment au terme d'un vote démocratique tenu dans une chambre d'assemblée locale. On peut très bien imaginer un cas analogue au Québec. La question se pose davantage à propos de la position qu'aurait à ce moment emprunté la Grande-Bretagne. Il y a deux facteurs à tenir en compte. Le premier, c'est que la Grande-Bretagne serait sans doute lassée au terme de ces années de guerre civile. Elle sent qu'elle n'est pas en position de force en Amérique du Nord. Et surtout, à ce moment-là, on serait au début des années 1840, la Grande-Bretagne fait face à un grand vent libre-échangiste. À ce moment-là, des gens comme Richard Cobden, par exemple, mènent une grande campagne en faveur du libre-échange, de l'abandon des colonies. Des gens comme James Wakefield, John Stuart Mill militent pour qu'on abandonne les colonies qui coûtent cher en termes financiers et militaires, à plus forte raison s'ils sentent qu'ils sont en train de perdre pied en Amérique du Nord. Dans les circonstances, on peut imaginer vers 1845-46 que la Grande-Bretagne ait accepté de négocier son retrait de la vallée du Saint-Laurent en échange, comme on le faisait au 18e siècle, en échange de considérations commerciales et militaires, comme par exemple le libre passage sur le Saint-Laurent, l'accès aux forêts ou aux pêcheries, par exemple, en échange de quoi elle aurait accepté de se retirer du Bas-Canada. Ça aurait bien sûr pavé la voie à l'annexion du Québec aux États-Unis. Sauf qu'il faut savoir que le Québec tombe, c'est tout l'Ouest qui tombe. À l'époque, le fleuve Saint-Laurent est la seule voie d'accès à l'intérieur du continent, si bien que l'Ontario, même le Manitoba et les Grands Lacs auraient tout à coup quitté l'orbite britannique et
tombé sous l'influence américaine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les Britanniques auraient pu garder leur ancrage en baie d'Hudson, peut-être la colonie de Fort Garry, sur le bord du lac Winnipeg, mais pour le reste, l'Ouest aurait désormais échappé à l'influence britannique. Imaginons donc une Amérique du Nord complètement différente au lendemain d'un retrait des Britanniques de la vallée du Saint-Laurent. Les Américains auraient poursuivi leur expansion vers le sud contre le Mexique, mais désormais aussi au nord contre la Grande-Bretagne. Le Bas-Canada aurait été divisé en deux, ce qui est tout à fait dans l'ordre des choses. Dans des lettres écrites en 1850, Papineau considère lui-même que le Bas-Canada aurait été trop grand pour devenir à lui seul un seul État américain et qu'il était de toute façon de son avantage d'être divisé en deux, ne serait-ce que pour bénéficier d'un vote supérieur au Sénat, où, je vous rappelle, le vote se fait par État. Alors, on imagine un Canada-Ouest correspondant à la vallée du Saint-Laurent au sud de Québec et un Canada-Est correspondant au Bas-Saint-Laurent. L'Ontario, le mot existe depuis le 18e siècle, aurait également été annexé. On aurait un grand, vaste territoire, comme à l'époque, que serait peut-être appelé Falkland, en l'honneur du président américain qui aurait non seulement remporté la guerre contre le Mexique, mais également la guerre contre la Grande-Bretagne au nord. Quant au territoire de l'Ouest, il serait encore incertain, mais on peut imaginer que la Colombie-Britannique ne serait jamais devenue britannique, puisqu'elle aurait vu son destin désormais comme une simple enclave pacifique de la Grande-Bretagne qui aurait dû renoncer à être reliée à une colonie britannique par le chemin de fer, si bien qu'elle serait sans doute tombée, elle aussi, dans l'orbite américaine. Bref, l'Amérique du Nord serait un territoire très largement sous le contrôle de Washington. Quant aux Britanniques, leur présence se résumerait désormais à Terre-Neuve, et également à tout le territoire au pourtour de la baie d'Hudson. En effet, il n'y a pas de doute que l'emprise britannique y est beaucoup trop solide. Ils y sont depuis 3 siècles et leurs liens avec les Autochtones sont suffisamment étoffés pour que ce territoire-là demeure résolument britannique. Mais on comprendra maintenant qu'il est très, très peu peuplé. On peut parler pour la Boréalia d'une sorte de Groenland britannique. Quant au nom de Boréalia, il n'y a rien de fantaisiste. Ce nom était d'ailleurs en lice en 1867 afin de créer le nouvel État qui deviendra finalement le Canada. Quant à la Nouvelle-Écosse ou Nova Scotia, il n'y a pas de doute qu'ils auraient refusé d'être annexés aux États-Unis. La communauté de Fredericton, de Halifax, fermement britannique et surtout fermement opposée à l'annexion aux États-Unis. Il faut savoir que pour Halifax ou Saint-Jean, annexion aux États-Unis aurait consisté à mettre ces villes-là en rivalité avec Boston, Philadelphie ou New York. Bref, ça aurait été la ruine. Quant à l'union entre elles, elle n'a rien d'inusité. Je vous rappelle que lors de la conférence de Charlottetown en 1864, il était d'abord question d'une fédération des colonies britanniques des maritimes, donc qu'ils se réunissent sous le nom de Nova Scotia n'a rien d'étonnant en 1848. Quant à la frontière entre Canada-Est, Canada-Ouest et le nouveau territoire britannique Boréalia, depuis le 18e siècle, la frontière entre le Canada et les territoires conférés à la Compagnie de baie d'Hudson ont toujours été tracés le long de la ligne de partage des eaux, en gros au nord du lac Mistassini. La présence historique des Français y a toujours d'ailleurs été faible au-delà de cette ligne, si bien que c'est une frontière internationale absolument crédible pour fixer le contour de l'Empire britannique désormais et la République des États-Unis. 1848, en somme, annexion du Canada-Est, du Canada-Ouest et de l'Ontario aux États-Unis. Fin de l'histoire? Pas tout à fait, parce que cela n'aurait pas empêché la tenue de la guerre de sécession, qui tire sa source de motifs bien plus profonds, l'esclavage, la politique tarifaire, si bien qu'il y aurait bel et bien eu déclaration d'indépendance des Confédérés et guerre civile. Or, à l'époque, la Grande-Bretagne était passée à un cheveu de déclarer la guerre à l'Union américaine et de se joindre aux Confédérés. Dans circonstances, on peut imaginer, advenant que le Canada ait été annexé aux États-Unis, que la Grande-Bretagne n'ait pas eu ses scrupules et qu'elle ait bel et bien déclaré la guerre à l'Union américaine. À ce moment-là, les États-Unis se seraient retrouvés devant une guerre à la fois beaucoup plus longue, plus meurtrière et plus coûteuse, puisqu'elle aurait eu à soutenir un front contre le Sud, contre les Confédérés, mais en même temps surveiller la menace de la terrible flotte britannique qui aurait pu très bien remonter le fleuve à ce moment-là et créer un deuxième front autour de New York,
du New Hampshire et pourquoi pas jusqu'en Pennsylvanie. Dans les circonstances, les Britanniques qui habitaient toujours le Canada à cette époque auraient vu d'un œil bienveillant le retour de la Grande-Bretagne dans la vallée du Saint-Laurent et se seraient sans doute soulevés. Lincoln a alors absolument besoin des Canadiens français, qu'ils bloquent l'accès au fleuve à la flotte britannique et surtout qu'ils empêchent la création d'un autre front au nord qui aurait pris l'Union américaine en tenaille entre les Confédérés au sud et la flotte britannique au nord. Donc, vers 1870, au terme d'une guerre à la fois plus longue et plus sanglante, le Nord l'aurait quand même emporté contre les Confédérés et contre la Grande-Bretagne, mais qu'ils auraient vu à ce moment-là d'un œil bienveillant que le Canada-Est et le Canada-Ouest recouvrent leur indépendance des États-Unis. Il faut savoir qu'à l'époque, le principe d'intangibilité de l'Union n'est pas acquis, c'est-à-dire que le principe par lequel des États adhèrent ou se retirent des États-Unis est quand même reconnu. Après tout, les Confédérés s'en sont quand même prévalus en 1861, provoquant la guerre de sécession. Dans les circonstances, on peut imaginer qu'ayant prouvé leur fidélité à l'Union et ayant fait preuve de sacrifice, on confère aux habitants de la vallée du Saint-Laurent leur indépendance. Quant à la Nova Scotia, la Confédération des provinces maritimes britanniques, il n'y a pas de doute qu'ils seraient demeurés réfractaires à leur entrée aux États-Unis. En revanche, il est possible que, voyant la Grande-Bretagne ayant perdu pied en Amérique du Nord, que plutôt que d'être absorbé aux États-Unis, ils décident d'adhérer à la nouvelle République indépendante du Canada. Après tout, c'est le choix que ces provinces vont faire en 1867 en acceptant de se joindre au Canada pour les mêmes raisons, afin d'être reliées au centre du continent par chemin de fer et afin de bénéficier d'un marché plus vaste. Il y a fort à parier qu'elles auraient accepté de se joindre à cette république, même si l'élément franco-catholique y serait prépondérant. Cela aurait déjà valu beaucoup mieux que d'être noyé dans les États-Unis. Ce que cette uchronie nous apprend, c'est qu'en poursuivant leur lutte, les patriotes auraient pu compter sur deux atouts essentiels sur lesquels ils n'ont pas pu compter dans la réalité. Le premier, c'est la rivalité féroce que se livrent les États-Unis et la Grande-Bretagne à cette époque. On l'oublie trop souvent, mais en 1837, l'Empire britannique et les États-Unis se détestent copieusement et des patriotes un peu plus chanceux auraient pu bien mieux tirer profit de cette rivalité afin de faire jouer un empire contre l'autre et pouvoir tirer leur épingle du jeu entre les deux. Le second atout, c'est que si les patriotes avaient pu prolonger leur lutte, ils auraient pu à ce moment-là profiter d'une conjoncture qui leur était beaucoup plus favorable, en Grande-Bretagne même. Effectivement, à partir des années 1843-44, la Grande-Bretagne s'engage de plus en plus dans le libre-échangisme et s'occupe beaucoup moins de son empire qui lui coûte cher en termes financiers et en termes militaires, à plus forte raison s'ils sentaient qu'ils allaient perdre pied en Amérique du Nord. En somme, l'année 1871 aurait pu voir naître trois grands États en Occident, d'abord l'Empire d'Allemagne au lendemain de sa victoire contre la France, puis le Royaume d'Italie et enfin, au nord-est de l'Amérique, une République du Canada de langue et de culture française, désormais fusionnée avec les anciennes provinces britanniques des Maritimes, dans un État qui aurait traversé sans doute le 20e siècle, qui n'aurait sans doute pas changé la face du monde, mais qui aurait permis aux Canadiens français et à la lutte patriote de connaître son aboutissement normal, c'est-à-dire la naissance d'un État libre et démocratique de langue et de culture française en Amérique.